Mesdames et messieurs, la crise de l'hôpital est ancienne. Elle connaît depuis plusieurs mois une de ses phases les plus aiguës. Les personnels de santé n'en peuvent plus, les patients, leurs familles nous demandent d'agir. Très tôt, dès notre arrivée aux affaires, nous avons souhaité, la ministre des Solidarités et de la Santé en premier, tracer les axes d'une profonde réforme du système de soins. Le plan Ma Santé 2022, qu'a présenté Agnès Buzyn l'année dernière, a été salué par les acteurs du secteur comme par les patients. Nous savons tous que nous devons prendre à bras-le-corps les problèmes du vieillissement, de la démographie médicale, de l'articulation entre la ville et l'hôpital. C'est ce que nous faisons. Mais dans toute la France, et particulièrement à Paris, les médecins hospitaliers, les infirmières, les aides-soignants nous disent que l'hôpital décroche et que l'horizon des réformes justes portées pour 2022 ne peut pas être la seule réponse. Nous les avons entendus. En France, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit la ville ou le village où l'on habite, on doit être bien soigné à l'hôpital. Ça n'est plus toujours le cas et les personnels soignants ne veulent pas s'y résigner. Pas plus d'ailleurs que l'ensemble des Français qui respectent, qui admirent leurs médecins, leurs infirmiers et infirmières, leurs aides-soignants et aides-soignantes, et qui connaissent leur dévouement. Nous portons tous en nous cette part d'histoire intime qui nous lie à eux et qui nous oblige, et pour le dire autrement, nous savons tous ce que nous avons dû ou ce que nous devons à l'hôpital public. C'est pourquoi, sous l'autorité du Président de la République, nous voulons agir et être à la hauteur de leurs attentes. Nous avons entendu leur colère, nous avons entendu leur épuisement, nous avons entendu leur désarroi. Et c'est pour répondre à cette colère, à cet épuisement et à ce désarroi que nous avons préparé avec Madame la Ministre le plan d'urgence pour les hôpitaux que je vais vous présenter à ses côtés. Nous ne cherchons en la matière aucune excuse, mais comme le Président de la République l'a rappelé, nous héritons d'une situation qui vient de loin. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'hôpital a connu une triple révolution, celle d'une régulation budgétaire parfois excessive, celle d'une profonde réorganisation territoriale et celle d'une réforme de la gouvernance qui a donné aux soignants le sentiment qu'ils n'avaient plus les leviers, moins les leviers sur les décisions. Cette triple révolution a littéralement donné le tournis. Et ce d'autant plus qu'elle s'est accompagnée du maintien durant trop longtemps d'un numerus clausus trop bas, dont nous ressentons aujourd'hui durement les effets, partout en France, à la campagne, en ville, dans les hôpitaux, on manque de médecins. Surtout, cette triple révolution que j'évoquais s'est faite avec une vision pour le moins insuffisante de la globalité du système de soins. Nous le savons, vous l'avez dit, Madame la Ministre, régulièrement, si les urgences sont saturées, c'est souvent parce que les patients ne trouvent pas d'autres solutions pour accéder aux soins. On ne peut pas renforcer l'hôpital, soulager ses personnels, sans réfléchir à la question plus large de l'organisation des soins en France. C'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, dont je veux saluer ici l'immense compétence et l'engagement indéfectible en faveur de l'hôpital public, a construit le plan Ma Santé 2022. Dans tous les échanges que nous avons eus ce matin avec la communauté hospitalière, il m'a semblé noter une vraie convergence de vues avec cette stratégie. Nous avons commencé à inverser les tendances que je viens de décrire. Nous l'avons d'abord inversé sur le plan financier. Je veux rappeler qu'en 2018 et en 2019, nous avons alloué 2 milliards d'euros supplémentaires à l'hôpital et que pour la première fois depuis 10 ans, les tarifs hospitaliers, c'est-à-dire les recettes hospitalières, ont augmenté. Je vous le dis dès à présent, nous allons débloquer dans les prochains jours l'intégralité des sommes mises en réserve au début de cette année afin qu'elles puissent être versées aux hôpitaux. Il s'agit de 400 millions d'euros. Nous avons également inversé cette tendance sur le plan de l'organisation. Les principes du plan Ma Santé 2022 sont clairs. Privilégier la qualité des soins plutôt que les logiques comptables, replacer le patient au cœur des soins
et réorganiser la médecine de ville de manière à mieux l'articuler avec l'hôpital. C'est d'ailleurs également le but du pacte de refondation des urgences, afin d'éviter des passages aux urgences qui peuvent être pris en charge ailleurs. C'est enfin le but de la suppression du numerus clausus et de la réforme des études de médecine. C'est ce gouvernement, cette majorité qui ont mis fin à la logique malthusienne qui a longtemps prévalu pour enfin former les médecins qui manquent aux Français. Beaucoup de ces réformes prendront du temps pour produire tous leurs effets. Nous sommes convaincus qu'elles produiront d'excellents effets, mais nous savons qu'elles mettront du temps à produire ces effets. Il y a, je crois, un assez large consensus sur la stratégie Ma Santé 2022, mais il y a beaucoup d'interrogations sur ce qu'il convient de faire, j'allais dire, dans l'intervalle, avant que les effets de ce plan ne puissent se ressentir et ne puissent être produits. Au fond, on nous demande ce que nous pouvons faire en 2019, en 2020, en 2021, en 2022 pour passer l'obstacle. La réponse du gouvernement, c'est ce plan d'urgence et de soutien à l'hôpital public. Non seulement il s'inscrit dans la même logique stratégique de Ma Santé 2022, mais il en est en vérité l'accélération. Le plan que nous proposons repose sur 3 objectifs forts. Le premier, restaurer l'attractivité de l'hôpital en redonnant l'envie de s'engager à l'hôpital public et d'y construire une vraie carrière et en récompensant l'engagement des personnels. Deuxième objectif, déverrouiller le fonctionnement des hôpitaux en faisant confiance aux responsables de terrain et en facilitant la prise de décision. Appelons un chat, il s'agit bien souvent de lutter contre des processus de décision qui paraissent trop bureaucratiques. Enfin, troisième objectif, dégager des moyens supplémentaires immédiatement par une augmentation des budgets et dans la durée avec un allègement significatif de la dette des hôpitaux. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé va vous présenter les 2 premiers objectifs et les mesures qui y sont associées. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, le premier axe d'abord consiste à répondre au problème d'attractivité de l'hôpital public et à celui plus général des carrières. Ma conviction, c'est que nous ne pouvons plus dire aux soignants que ce qu'ils font a du sens, tellement de sens, sans leur apporter une reconnaissance sociale et matérielle à la hauteur de leur engagement au quotidien. On ne peut pas demander à ces personnels d'en faire toujours plus sans récompenser cet engagement. On sait que c'est cette disproportion entre les efforts demandés et la rémunération qui explique les difficultés à recruter et qui entraîne aujourd'hui des fermetures de lits. Nous allons donc prendre plusieurs mesures immédiates pour rendre les carrières publiques, hospitalières, plus attractives. En apportant tout d'abord des réponses très concrètes à 3 difficultés. Les premières concernent les métiers en tension. Nous revaloriserons la prime d'engagement dans la carrière hospitalière des médecins comme des paramédicaux pour offrir aux métiers qui connaissent actuellement les plus grandes tensions, comme les infirmiers spécialisés ou les manipulateurs radio, de nouveaux leviers d'attractivité. Nous allons aussi, s'agissant des médecins, faire évoluer profondément les conditions permettant de bénéficier de la prime d'exercice territoriale qui les encourage à exercer dans plusieurs établissements. Nous fusionnerons les 4 premiers échelons de praticiens hospitaliers afin d'accélérer l'entrée dans la carrière et l'indemnité de service public exclusif sera également attribuée dès la période probatoire. Nous devons enfin reconnaître la situation spécifique de Paris et de la Petite Couronne, où les coûts de logement sont très élevés et où le tissu hospitalier est dense, avec des phénomènes de concurrence entre établissements sur le recrutement. Les soignants sont ainsi soumis à des suggestions particulières, horaires étendus, garde, transport, qui pèsent de manière déraisonnable. Pour ces raisons, nous prévoyons donc d'attribuer de façon pérenne une prime annuelle de 800 € par an aux 40 000 infirmiers et aides-soignants qui gagnent moins de 1 900 € mensuels. Le deuxième levier pour restaurer l'envie de travailler à l'hôpital, c'est de mieux reconnaître les efforts de chacun. Nous le ferons en donnant aux hôpitaux des enveloppes financières à leurs mains
pour reconnaître, selon des critères qu'ils auront eux-mêmes définis, l'engagement et l'investissement des personnels. Cela représentera une prime annuelle d'environ 300 €. Le montant pourra varier en fonction des établissements et cette prime pourrait concerner jusqu'à 600 000 professionnels. Le plus important, c'est que cette prime n'obéira pas à des critères financiers, mais à des critères de qualité des soins et de prise en charge au niveau de chaque service. Troisième levier, troisième priorité de ce volet attractivité, dans la lignée des travaux récents de Myriam El Khomri sur les métiers du grand âge, qui visent à mieux reconnaître le rôle des aides-soignants qui exercent auprès des personnes âgées et qui ont acquis une compétence spécifique en gériatrie. Ceux-ci pourront bénéficier dès 2020 d'une prime de 100 € net mensuels. Et nous améliorerons par ailleurs les fins de carrière de l'ensemble des aides-soignants en créant ce que l'on appelle un grade de débouché pour leur permettre de partir à la retraite dans de meilleures conditions. Au-delà de ces mesures immédiates, je souhaite que nous engagions 2 chantiers qui doivent aboutir dans les 6 mois, et je le dis, ça sera 6 mois et pas un de plus. Nous devons revoir les statuts de médecins à l'hôpital. Il faut dire les choses clairement, le statut, le contrat de praticien hospitalier ne sont plus adaptés aux aspirations de la nouvelle génération de médecins, ni aux besoins. Nous devons adapter les conditions d'exercice aux variétés des parcours, reconnaître par des valences l'engagement de ces professionnels dans des activités non cliniques, managériales par exemple, de recherche, d'enseignement également. Ensuite, nous devons améliorer la situation de nos centres hospitalo-universitaires et des équipes qui y travaillent. Tout d'abord, il convient de redonner toute la priorité qui convient aux missions spécifiques des CHU en matière d'enseignement, de recherche et de recours. Ces missions sont stratégiques pour la nation. Il faut les consolider, c'est indispensable à l'excellence et à la qualité de notre système de santé. C'est grâce à l'engagement des équipes des CHU que les situations des patients les plus graves, les plus complexes, peuvent trouver une prise en charge médicale adaptée et de très grande qualité. C'est grâce à l'innovation qui s'y déploie tous les jours que nos concitoyens accèdent au meilleur de la médecine sans distinction. Je sais également l'engagement des doyens dans la réforme des études de santé qui doit impérativement réussir car c'est l'avenir même de l'accès aux soins qui se joue. C'est pourquoi nous soutiendrons financièrement les missions spécifiques des CHU avec ces mesures. Comme vous le savez par ailleurs, le gouvernement prépare une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Je souhaite que la question des carrières hospitalo-universitaires trouve toute sa place dans cette loi pour permettre plus de souplesse et d'individualisation des parcours. Je pense en particulier au début de carrière des hospitalo-universitaires qui doivent devenir plus attractifs pour nos jeunes talents. Le deuxième axe de ce plan consiste à répondre à différents blocages que connaît l'hôpital public. Le premier de ces blocages, c'est celui de la prise de décision à l'hôpital. C'est la fameuse question de la gouvernance. Nous allons prendre des mesures immédiates pour renforcer la place du médecin dans la décision, et ce, à 2 niveaux. Au niveau de la commission médicale d'établissement et au niveau des services, en renforçant le rôle de chef de pôle ou de service. Il faut que le directeur et les présidents de la commission médicale d'établissement décident, et notamment conjointement, sur tous les domaines de compétences partagés. Projet médical, projet de pôle clinique et médico-technique, nomination des chefs de service et de pôle, mais aussi sur les projets d'investissement du quotidien. Nous voulons également ouvrir complètement aux médecins le vivier des chefs d'établissement. Et pour cela, il faut défaire les contraintes juridiques qui empêchent le recrutement de médecins pour tout type de poste de chef d'établissement. Enfin, il faut revaloriser la fonction de management en créant ou en revalorisant des indemnités de président de commission médicale d'établissement, de chef de pôle, de cadre de santé ou de chef de service. Nous devons ensuite faire davantage confiance aux équipes hospitalières. Je vous le dis comme je le pense, il faut donner plus de liberté aux professionnels dans leurs organisations du quotidien. Il existe pour cela des mesures très concrètes qui touchent aux coopérations
entre les professionnels et que le Parlement a voté l'été dernier dans la loi santé. Ces mesures, ce sont celles, par exemple, qui permettent à un pharmacien de dépister une angine, à une infirmière d'adapter un traitement ou à des professionnels de santé de vacciner. Je sais que ces mesures nécessitent, et c'est normal, la définition de protocoles de coopération qui sont soumis à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Ces avis sont attendus et je ne doute pas que la Haute Autorité de Santé pourra les prendre très rapidement d'ici la fin de l'année. Tout ce qui libérera du temps de médecin facilitera la vie de tout le monde. Mais dans le domaine de ces coopérations, je veux aller plus loin et plus vite pour accélérer et donner plus de levier aux équipes dans leurs organisations hospitalières. Je souhaite donc que nous permettions aux établissements, sous la validation de leur commission médicale, de mettre en œuvre directement à leurs mains de telles coopérations. Je rappelle à cette occasion que le professionnel de santé infirmier, par exemple, qui s'implique dans un tel protocole, perçoit une rémunération supplémentaire de 100 € bruts mensuels. Donc déployer ces protocoles de coopération, c'est à la fois un enjeu de meilleure organisation, de libération de temps médical, mais aussi un enjeu de reconnaissance pour les professionnels concernés. Enfin, nous devons simplifier la gestion du quotidien, ce qui s'est beaucoup complexifié ces dernières années. Nous allons alléger les charges administratives inutiles. À titre d'exemple, un projet qui bénéficie de plusieurs sources de financement n'aura plus qu'une modalité unique de suivi pour tous les financeurs et non de multiples sollicitations auprès des hôpitaux comme aujourd'hui. C'est le principe de « dites-le-nous une fois » qui deviendra la norme. Par ailleurs, il faut soumettre les modalités de recrutement à un choc de simplification pour accélérer ces recrutements. Et je vous confirme que le concours de PH sera supprimé, que les postes vacants seront publiés au fil de l'eau dans l'année et non plus 2 fois par an, et que l'année probatoire des praticiens hospitaliers sera effectuée dans les conditions de droit commun. Enfin, permettez-moi d'évoquer 2 séries de dysfonctionnements que connaît actuellement l'hôpital public. Il y a tout d'abord le sujet de l'intérim médical. Comme dans toute grande organisation, le recours à des formes d'intérim est nécessaire pour pallier à des absences ou à des pics d'activité. Mais dans certains cas, on se trouve face à de véritables mercenaires. Et ce n'est plus acceptable. Et nous allons mettre fin à ce mercenariat. Tout d'abord, il faut impérativement renforcer le respect de la réglementation. J'annonce des campagnes de contrôle dans les prochaines semaines auprès des médecins pratiquant l'intérim via les comptables publics. L'hôpital ne peut constituer une zone de non-droit dans laquelle certains acteurs imposeraient, par le chantage exercé sur la continuité des soins, leurs conditions tarifaires aux acteurs du système de santé. Les acteurs du secteur de l'intérim médical seront informés des conditions dans lesquelles les contrôles effectifs du respect de la réglementation seront assurés à l'avenir via les comptables publics. En outre, l'opportunité d'une mesure législative pour renforcer encore l'effectivité de l'encadrement de l'intérim sera examinée en lien avec les parlementaires. Enfin, nous allons rapidement créer les conditions de la création de dispositifs d'intérim publics organisés à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire, très attractifs pour les praticiens hospitaliers volontaires pour y participer. Cet engagement de solidarité publique sera spécifiquement reconnu. Le second dérèglement concerne la permanence de soins en établissement de santé. Je connais la sensibilité de ce sujet, mais nous sommes arrivés à un point où il est devenu inévitable de se reposer la question. Comment devons-nous organiser les différentes permanences des soins en établissement de santé sur un territoire? Comment chacun peut-il y prendre sa part? Il faut naturellement prendre un temps de réflexion, mais nous devons réouvrir ce dossier sans fausse pudeur, sans tabou. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer une remise à plat sur ce thème pour aboutir avant la fin du premier semestre 2020. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour redonner à l'hôpital public le sens et la valeur qu'appellent de leur vœu tous les soignants. Merci. Troisième axe. Madame la ministre a présenté les 2 premiers, il me revient de présenter le dernier. L'investissement dans l'hôpital. Je l'ai dit, nous avons engagé une vaste transformation qui prendra du temps. Si nous voulons qu'elle réussisse, nous devons renforcer les moyens financiers dédiés au secteur hospitalier. Le gouvernement, la majorité, y sont prêts. C'est pourquoi nous allons augmenter le budget de l'assurance maladie d'1,5 milliard d'euros sur les 3 prochaines années pour le secteur hospitalier. Sur ce 1,5 milliard des 3 prochaines années, il y aura 300 millions en plus dès 2020. Je précise, pour éviter tout malentendu, que ces sommes viennent en plus de la trajectoire budgétaire prévue par le
par le gouvernement. Cette augmentation sera donc proposée et, je l'espère, adoptée dès la semaine prochaine dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ces crédits garantissent en premier lieu que les tarifs hospitaliers, c'est-à-dire les recettes des hôpitaux, ne baisseront pas jusqu'à la fin du quinquennat. Pour ceux qui connaissent mal le fonctionnement hospitalier, ça peut sembler normal. C'est en réalité une double transformation assez profonde, puisque d'une part, nous allons donner de la visibilité aux acteurs hospitaliers dans un cadre pluriannuel, et puisque d'autre part, nous allons leur garantir que des évolutions de tarifs et des évolutions positives de tarifs interviendront année après année. Il y a là un changement historique, je dois dire, par rapport à ce que nous avons connu au cours de la décennie précédente. J'irai même plus loin. Si les efforts en matière de pertinence de soins portent leurs fruits comme nous le pensons, si nous arrivons à diminuer le nombre d'actes inutiles ou en tout cas accessoires, toutes les marges dégagées serviront à augmenter les budgets des hôpitaux. Nous nous engageons donc à augmenter chaque année les tarifs d'au moins 0,2% et à faire encore mieux quand ce sera possible grâce à une meilleure pertinence des soins. En parallèle, nous allons dédier sur les 3 prochaines années 150 millions d'euros par an au soutien à l'investissement courant. C'est probablement celui qui fait le plus défaut aujourd'hui. Je pense à l'achat de petits matériels, à l'accomplissement de travaux de rénovation légère, autant d'améliorations qui impactent très directement et qui améliorent très directement le quotidien des personnels. Et je souhaite que ces enveloppes d'investissement courant soient mises à la main des chefs de service et des chefs de pôle afin qu'elles correspondent parfaitement aux besoins identifiés. Pour que cet effort financier soit utile, il est indispensable que les fédérations hospitalières, les établissements réussissent à mener les réformes des modes de financement. Je pense notamment à ce sur quoi nous nous sommes engagés avec la ministre, c'est-à-dire la sortie d'une tarification exclusive ou quasi exclusive à l'activité, qui trop souvent encourage la course à l'acte au détriment d'une prise en charge dans la durée des patients. C'est aussi réussir les chantiers du pacte de refondation des urgences, c'est travailler à la pertinence des soins et à la qualité de la prise en charge du patient. Je l'ai dit, trop d'actes inutiles pèsent sur la charge de travail des professionnels. C'est un sujet connu, ancien et d'ailleurs assez consensuel. On connaît la surprescription d'examens ou de médicaments ou le recours parfois non justifié à la chirurgie. On ne peut plus se contenter de le constater, de le regretter. Il faut faire en sorte que la disposition des choses, et notamment le modèle économique de l'hôpital, ne le favorise pas. Je demande donc que l'ensemble des sociétés savantes formulent dans un délai de 3 mois des propositions d'action qui permettent d'améliorer la qualité de la prise en charge du patient. Je demande également aux établissements de mettre en place dans le même délai les outils nécessaires à la mesure de la qualité et de la satisfaction du patient. Le premier volet de notre plan, c'est donc 1,5 milliard d'euros en plus sur 3 ans. 1,5 milliard d'euros en plus sur 3 ans. Le second grand volet porte une décision de rupture avec un plan de reprise de dette attendu par les personnels eux-mêmes. Ils le savent, ils le ressentent dans leur quotidien. L'investissement hospitalier a été divisé par 2 en 10 ans. Et dans ces 10 années, alors que l'investissement était divisé par 2, la dette augmentait de 40%. Les personnels hospitaliers, les patients aussi d'ailleurs, se sont donc retrouvés dans un cercle vicieux où la hausse de la dette réduit les marges de manœuvre des hôpitaux et où la régulation budgétaire terrible imposée aux hôpitaux leur interdit de pouvoir affronter ces remboursements dans de bonnes conditions. C'est l'une des causes de la crise actuelle et nous voulons y mettre un terme. La seule manière d'inverser cette tendance, c'est d'alléger cette charge de la dette. C'est pourquoi nous lancerons dès 2020 un programme massif de reprise de dette de 10 milliards d'euros sur 3 ans. 10 milliards sur 3 ans, c'est 3 milliards chaque année, qui permettront de rétablir, de restaurer l'équilibre financier des établissements. Une loi sera présentée au premier semestre 2020.
en même temps que la loi de programmation des finances publiques, qui doit intervenir à l'occasion du premier semestre 2020, et qui permettra de corriger notre trajectoire et de prendre en compte, techniquement, la façon de calibrer cette reprise de dette et de l'accompagner. Cette reprise de dette, elle permettra aux hôpitaux de réduire leur déficit et de retrouver rapidement les moyens d'investir. Pas forcément pour refaire de nouveaux éléphants immobiliers, c'est-à-dire des très grands projets dans lesquels on se lance, mais bien pour moderniser les hôpitaux actuels, accompagner les transformations que nous menons, redonner les marges de manœuvre nécessaires à l'ensemble des personnels hospitaliers pour qu'ils puissent travailler dans des conditions satisfaisantes. C'est un geste fort pour l'hôpital public, au service d'une idée simple, que les communautés hospitalières puissent se concentrer sur leur métier, le soin, au lieu de s'épuiser à rembourser des emprunts. C'est un signe inédit de confiance du gouvernement et de la nation envers l'hôpital public que je sais attendu de tous ceux qui y travaillent. Cette confiance, c'est le premier principe qui doit guider la mise en œuvre de ce plan. Confiance dans les personnels soignants et dans les responsables de terrain. Je pense ici aux directeurs, aux cadres de santé, aux médecins chefs de service, aux chefs de pôle, dont les possibilités d'action se heurtent bien souvent à la rigidité des grilles et des normes. Comme la ministre l'a indiqué, je voudrais qu'on confie la maîtrise et la mise en œuvre de ce plan aux responsables de terrain pour qu'ils puissent les adapter aux réalités locales. Le second principe, c'est qu'il faut nous inscrire dans la durée. Nous prenons des mesures immédiates qui doivent améliorer les choses dans les tout prochains mois. La ministre a évoqué les mesures sur la gouvernance qui s'appliqueront sans délai pour notamment donner plus de place aux médecins, mais il faut aller plus loin et examiner de façon plus profonde la façon dont fonctionne l'hôpital public, sa gouvernance, ses organisations. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec la ministre de confier au professeur Olivier Clarisse, pédiatre, président de la commission médicale d'établissement des Hospices civils de Lyon, une mission de réflexion sur ces sujets. Il nous remettra ses travaux et ses propositions pour la fin du premier trimestre 2020. Mesdames et messieurs, l'hôpital, c'est un monde, c'est une famille, c'est une communauté. Ce sont des équipes qui sont unies par la prise en charge des patients. Dans les succès, ils sont nombreux. Dans les épreuves, elles sont nombreuses aussi. Et dans les échecs, il en arrive. La ministre le sait mieux que personne. L'idée de ce plan, c'est de redonner de l'oxygène à cette communauté des soignants. Nous avons montré que nous étions prêts à y consacrer des moyens considérables, parce que nous croyons à l'hôpital public, parce que nous croyons dans le dévouement de ses personnels et dans la promesse de ceux qu'ils portent, être aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de leurs proches, en des instants de fragilité, parfois d'angoisse, dans des moments de vie très particuliers, où l'on est fier d'être soigné et fier d'apporter sa contribution à ce merveilleux système de l'hôpital public. Je vous remercie et nous sommes prêts avec Madame la Ministre à répondre aux questions qui seraient susceptibles d'être posées.